La toute nouvelle Honda Civic 2022 est arrivée et il y a tellement de raisons de l'aimer. Un intérieur plus spacieux et des vues plus vastes sur la route? Oui. Des technologies avancées au bout des doigts? Oui. Des caractéristiques de sécurité innovantes qui rendent notre monde un peu plus sécuritaire? Oh oui. La voiture la plus vendue au pays depuis 23 ans en offre plus que jamais. Dites oui à une toute nouvelle génération de Civic. Dites oui à la toute nouvelle Honda Civic 2022. Visitez votre concessionnaire Honda du Québec pour en savoir plus. Minou, si on achète un chalet, là, ça va nous prendre une glacière, une tondeuse, un set de patio, un gazebo, des chaises longues, un barbecue, une balançoire, un gonflable, un pédalo, un paddleboard, un kayak. Minou, si on achète un chalet, là, ça va nous prendre un RAV4. C'est l'heure de prendre la route des vacances avec Toyota. Louez le RAV4 LE 2 roues motrices 2021 à partir de 89 $ par semaine, zéro comptant, jusqu'au 3 août. Total de 260 paiements sur 60 mois, 10 cents du kilomètre additionnel après 100 000 km, prix suggéré de 30 949 $. Visitez achetezmatoyota.ca. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Salut Mathieu. Bonjour. On reste un peu dans la thématique parce que tu reviens sur les réactions concernant le débat sur le passeport sanitaire et ceux qui font des comparaisons très extrêmes ou même, tu dirais, délirantes. Oui, en fait, on a vu ça en France ce week-end. Il y avait des manifestations contre le passeport sanitaire. Puis je précise tout de suite qu'il y a de bonnes raisons à faire valoir contre le passeport sanitaire. On peut penser que c'est impraticable. Je parle pas entre les pays, mais à l'intérieur d'un pays, on peut penser que c'est impraticable. On peut penser que c'est du flicage, du contrôle de citoyens les uns par les autres, une espèce de montage, de côté insensé, bureaucratique. Donc tout ça, on pourrait le dire. Mais on s'est retrouvé avec des gens qui ont osé comparer les non-vaccinés volontaires avec le sort des Juifs sous le Troisième Reich, avec le sort des Juifs sous l'Allemagne nazie, en disant qu'ils portaient, par exemple, à leur tour l'étoile jaune, mais sur laquelle ils marquaient non-vaccinés. Dans le même esprit, on trouve d'autres on a vu une photo qui circulait beaucoup, qui semblait pas déranger les autres manifestants, où on reprenait, ce qui était marqué à l'entrée d'Auschwitz, c'est-à-dire le travail rend libre, je pense que c'était la formule. Et là, c'est le pass sanitaire rend libre. Donc, on assimile Arbeit macht frei à la passe sanitaire rend libre. Et là, je dis, premièrement, tout cela témoigne d'une inculture effrayante, je dirais d'une obscénité. Une obscénité, c'est-à-dire on peut critiquer toutes les mesures sanitaires. Et j'en ai critiqué plusieurs, j'en critique d'autres, mais l'assimilation au nazisme dans les circonstances est non seulement imbécile, mais elle est obscène. Et j'ajouterais toutefois, hélas, qu'elle n'est pas surprenante pour la raison suivante, c'est que ça doit faire une quarantaine d'années, qu'en Europe occidentale surtout, mais aussi en Amérique du Nord, pour discréditer une position qu'on n'aime pas, on utilise très rapidement la référence au nazisme. Puis si on l'a vu, une critique de l'immigration massive ou du multiculturalisme, eh bien, on nazifiait ces positions-là. On disait, ça rappelle les pires heures de notre histoire, ça rappelle le Troisième Reich, ça rappelle les eaux brunes et ainsi de suite. Critique, observation comme quoi l'islam s'intègre difficilement dans les sociétés occidentales, c'est le moins qu'on peut se dire. Ben, on a assimilé ça au nazisme encore une fois, comme si aujourd'hui les musulmans du monde occidental étaient les juifs d'hier. Vous critiquez le gouvernement des juges, alors on va vous accuser souvent de fascisme et ainsi de suite. Au Québec, le projet souverainiste a été assimilé lui aussi au nazisme et au fascisme. Et la loi 21, tout récemment, devant les tribunaux, a été assimilée aux lois de Nuremberg. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a le fait que depuis, je dirais, une quarantaine d'années, on a assisté à une banalisation de la référence au nazisme, comme si finalement c'est le fameux point Godwin. Hein. C'est l'insulte disponible pour dire qu'on a devant soi quelque chose d'odieux, qu'on n'aime pas, pour infréquentabiliser quelqu'un, pour lui coller une sale réputation, pour le transformer en monstre. Et c'est pas surprenant que dans les circonstances présentes, un mouvement d'opposition s'approprie aussi cette référence délirante, débile, obscène, insensée, qui consiste aujourd'hui à nazifier les gouvernements qui prennent des mesures sanitaires par ailleurs critiquables, et surtout à étoiler jaunisé, pardonne la formule, les non-vaccinés volontaires qui décident de se présenter comme les nouveaux juifs de notre temps. Il y a quelque chose d'obscène à travers tout cela, et donc on y verra à la fois un signe, je crois, donc de l'effet du point Godwin, aussi de l'inculture historique, de l'inculture politique, et d'une forme de perte de repère de l'intelligence collective qui fait que les mots n'ont plus de sens. Les mots ne sont plus utilisés pour décrire une réalité, mais simplement pour coller une sale étiquette à quelqu'un. De ce point de vue, je trouve que ce qui s'est passé en France, mais ce qu'on voit aussi
sur nos réseaux sociaux aussi, c'est le signe d'une forme de dégradation de l'intelligence collective. Oui, parce que ça montre quand même une incapacité à débattre, là, dans la mesure où justement ce point Goodwin, là, c'est des arguments qui finissent par te caler, là, parce que c'est des comparaisons qui sont tellement grossières que tu finis par perdre ton interlocuteur complètement en disant OK, bon, ben là, ça sert à rien de débattre si tu nous ramènes Hitler dans l'équation. Là, c'est même pas un bon outil de débat. Mais tu as absolument raison, c'est que moi, si j'ai vraiment Hitler devant moi, je veux plus débattre. Je veux qu'on appelle l'armée au plus vite pour en finir avec le retour des nazis. C'est-à-dire, si on a vraiment les nazis devant soi, c'est réglé. On quitte le domaine de la démocratie. On débat pas avec les nazis. On les combat le plus ardemment possible. D'ailleurs, je pense que c'est une réplique de Woody Allen dans Manhattan, si je me trompe pas. Il dit contre les nazis, quelqu'un dit rien ne vaut la conversation. Il dit d'accord, mais contre les nazis, un point américain, ça peut tout de même servir. donc ça, je trouve la formule est amusante. Le fait est que quand on hitlérise son adversaire, quand on hitlérise le désaccord, il y a même plus de discussion possible. C'est la logique de la guerre, c'est la logique du conflit, c'est la logique de l'affrontement final et total. Et surtout, là j'y reviens parce que ça me semble central, le nazisme, je crois que c'est la page la plus sombre de l'histoire humaine. C'est la page la plus odieuse. C'est la page la plus atroce. C'est la barbarie maximale. C'est quand même l'idée de, non seulement de persécuter les Juifs, mais aussi de les exterminer et aussi d'exterminer jusqu'à leur souvenir pour que l'humanité ne se souvienne plus de leur présence parce qu'il faudrait, comme s'il fallait s'arracher un espèce de présence empoisonnée dont on devait se libérer pour que l'humanité puisse se régénérer en se déjudaïsant. C'est à l'échelle de l'histoire l'entreprise la plus criminelle qui soit. Et là, aujourd'hui, on va nous expliquer que les débats autour du pass vaccinal, du pass sanitaire, ce sont des débats. Il y a le début d'un quart de huitième de légitimité de ramener ça sur les horreurs du Troisième Reich. C'est qu'on perd le contact avec la réalité. Et quand on ne débat plus avec la réalité et qu'on est simplement soumis à différents fantasmes qui commandent notre représentation du monde, où les mots ne veulent plus rien dire et il n'y a plus de débat politique possible, on bascule vers l'asile. Et moi, c'est un peu ce que je vois dans cette espèce de rhétorique qui contamine tout. Et ces gens-là ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de discréditer leur propre cause. Parce qu'il y a plein de gens qui ont des réserves tout à fait sérieuses et légitimes sur le passeport sanitaire, celle que j'évoquais plus tôt. Ils vont dire, voilà, un instant, là, on va, avec de tels coucous à nos côtés qui sont en train de tout polluer, de tout dégrader, eh bien, il n'y a plus de débat possible. Ils sont en train de tuer la possibilité du désaccord. Donc, de ce point de vue, je trouve que ces gens sont d'une irresponsabilité, d'une inculture, d'une violence et d'une obscénité. Aux États-Unis, il y a quelques semaines, Marjorie Taylor Greene, là, qui est une élue républicaine, qui était dans QAnon et tout ça, là, qui est vraiment pas un délire près, mais qui avait fait cette comparaison justement avec les nazis. Et là, après ça, bien évidemment, même dans son propre parti, ça avait plus ou moins bien passé. Là, il s'est rendu dans un musée, Mathieu, là, de l'Holocauste. Puis après ça, elle est sortie changée, là, en s'excusant, en disant, ben là, j'avais pas pris, tu sais, un peu la portée de ce qui s'était passé. Là, d'ailleurs, elle l'a finalement refait, là, une comparaison du genre, mais elle était toute repentante après ça. Est-ce que est-ce que c'est trop peu trop tard, une fois qu'on a fait des comparaisons grossières comme ça? Ah, ben après ça, finalement, je me suis informé là, sur l'Holocauste, puis j'avais peut-être mal compris c'était quoi, là. Mais j'ai envie de me demander, mais qu'est-ce que la personne n'avait pas compris? C'est-à-dire, autrement dit, cette personne-là utilise la référence au nazisme sans savoir ce qu'elle dit. À un moment donné, on n'est pas sérieux. Si cette personne s'autorise de parler ainsi, qu'elle assume la portée de ses propos. Puis, encore une fois, moi je pense que la vie politique, elle est polémique, elle est conflictuelle, elle porte à l'exagération. Ça, je pense que c'est inévitable. Donc sur ça, quand on entend des formules comme la dictature sanitaire, je trouve que c'est une formule exagérée, je trouve que c'est une formule insensée, mais elle ne me révulse pas autant. Je la trouve, comme je la critique très, très, très sévèrement, mais elle ne me révulse pas autant que la référence à une entreprise explicitement exterminatrice qui avait pour objectif de programmer la disparition d'un peuple de la surface de la Terre. Donc, la politique est inévitablement, les formules sont exagérées. La politique, c'est pas un séminaire universitaire. La politique, c'est pas une discussion à fleur et moucheté. La politique, c'est conflictuel, c'est passionnel. Tout ça, on l'accepte. Mais ça n'a pas non plus à être complètement imbécile et complètement obscène. Et c'est à ce moment-là, me semble-t-il, que toute référence politique intelligente aujourd'hui dans la vie publique devrait éviter, sauf des cas extrêmes qui confirmeraient le retour des nazis si c'était le cas, devrait éviter toute référence au Troisième Reich. Me semble-t-il que ce serait à la fois une marque d'intelligence, de décence, et ça permettrait de tenir le débat dans les limites de la raison. Et tout ça, en fait, c'est un peu ce que tu disais tantôt. Ce que ça montre, c'est que là, on n'est plus jamais dans la nuance. Maintenant, on tire pour tuer, là, shoot to kill, puis il y a plus on cherche plus de terrain d'entente. Et c'est la marque ultime que on ne cherche plus de débat, mais on cherche à tuer l'adversaire ou à le caler. Là.
Ben, t'as absolument raison. C'est ça, c'est la logique, c'est-à-dire l'anéantissement de l'adversaire. C'est qu'on n'est plus dans... Moi, qu'est-ce que c'est le débat de la démocratie? C'est un désaccord sur les objectifs, un désaccord sur les moyens, mais où les différents acteurs se reconnaissent mutuellement leurs droits, leur légitimité pour participer au débat. Bon. Ça, je pense que c'est la démocratie libérale dans ce qu'elle a de mieux. Ça implique que les conservateurs acceptent qu'il y a des progressistes, que les progressistes acceptent qu'il y a des conservateurs, que les nationalistes acceptent qu'il y a des cosmopolites, les cosmopolites acceptent qu'il y a des nationalistes, puis ainsi de suite. Les libéraux acceptent qu'il y a des gens plus traditionnalistes, puis bon, on peut remultiplier les exemples. Bon. Mais quand vous prétendez avoir pour vous le monopole du vrai, du juste et du bien, déjà, ça dérègle la possibilité du débat. Quand vous croyez être en croisade, finalement, le débat n'est plus possible. Mais quand, en plus, vous conjuguez cet esprit de croisade avec une instrumentalisation des crimes du 20e siècle, qui sont quand même des crimes industriels, là, on parle quand même de ça, là, mais c'est des crimes industriels, c'est que là, à un moment donné, vous basculez, vous perdez pas seulement l'esprit de nuance, qui est quand même déjà essentiel, vous perdez le sens du réel. Et là, c'est à ce moment-là que lorsque le réel n'existe plus, eh bien, on virevolte dans la stratosphère des images infamantes. Et puis, il y a cette idée de tuer socialement. Puis ça, c'est vrai sur tous les débats en passant. Quand quelqu'un, par exemple, je donne souvent cet exemple-là, quelqu'un s'oppose à la théorie du genre, on va le traiter de transphobe. Bon, d'accord. Quelqu'un qui critique l'islam ou l'islamisme, les deux choses sont distinctes. L'islam n'est pas l'islamisme, mais quelqu'un qui voudrait critiquer l'islam comme d'autres critiquent le catholicisme, d'autres critiquent le protestantisme, on va dire islamophobe. Et puis là, on peut multiplier ça. Et moi, cette espèce de manie de toujours trouver des étiquettes infamantes m'exaspère en général. Elle m'exaspère en général, mais elle me révolte quand elle va jusqu'au nazisme. Mais je pense que tout cet univers mental de la diffamation, la campagne de dénigrement permanente contre nos adversaires, ce refus d'accepter dans l'espace public la présence du désaccord substantiel, ça témoigne d'une psychologie qui n'est plus démocratique. Et ça, je pense qu'au-delà de qu'on soit indépendantiste, fédéraliste, de gauche, de droite, populiste, libéral, qu'importe, je pense qu'il y a la nécessité de retrouver ce sens de l'adversaire légitime, ceux qui se promènent en se présentant comme des nouveaux juifs à la manière de non-vaccinés volontaires, décident de dérégler fondamentalement la possibilité même d'un échange intelligent. Ouais, la vie est trop compliquée pour le monde, est très compliqué pour certains. Ils veulent juste avoir des étiquettes simples. Lui, eux, ce sont des méchants. Eux, ce sont des gentils. Puis on y va comme ça simplement avec des étiquettes rouges ouvertes. Oui, tu as absolument raison. Ou dans les circonstances, avec une étiquette jaune. Et là, on a envie de se dire, ces gens-là, pour reprendre ta formule, ils pourraient aller au musée, ils pourraient lire un peu. Et puis, comment ne pas voir derrière cela peut-être un peu quand même une forme de désastre éducatif. C'est-à-dire quand, dans nos sociétés, des gens se permettent de parler ainsi, c'est que quelque part, la transmission de la culture dans ses codes les plus élémentaires n'a pas eu lieu. Sauf que moins de temps sur Twitter, plus de temps sur des outils d'apprentissage. Même Wikipédia, ça marche très bien si vous voulez revisiter un petit peu cette histoire-là. Ou cette technologie un peu dépassée, mais pourtant remarquable. Le livre? C'est formidable, un livre qu'on peut faire avec ça. C'est merveilleux. C'est des heures et des heures de plaisir. On le transporte avec ça. On peut écrire dedans. On peut l'échapper. Il se brise pas. Je recommande cette technologie qui date il y a quelques siècles déjà. Le livre, c'est magnifique. Et il y avait même plus que 150 caractères dans la plupart de ses ouvrages. Oh, que si. Puis quand on se concentre, puis qu'on se met à lire vraiment, que ce soit un roman, que ce soit un essai, que ce soit un livre d'histoire, que ce soit un livre de sociologie, on en sort transformé, on en sort avec une vision plus riche du monde, et en plus notre imagination s'est affranchie justement des codes, des tweets, des liens et des je ne sais combien de caractères qu'il faut lire avant de passer à une photo Instagram. Quelle libération! Merci Mathieu, à demain. Le nouvel Honda Civic 2022 est arrivé et il y a tellement de raisons de l'aimer. Un intérieur plus spacieux et des vues plus vastes sur la route? Oui. Des technologies avancées au bout des doigts? Oui. Des caractéristiques de sécurité innovantes qui rendent notre monde un peu plus sécuritaire? Oh oui! La voiture la plus vendue au pays depuis 23 ans en offre plus que jamais. Dites oui à une toute nouvelle génération de Civic. Dites oui à la toute nouvelle Honda Civic 2022. Visitez votre concessionnaire Honda du Québec pour en savoir plus. Ça prend une bonne dose de courage et de persévérance pour traverser une pandémie. Ça prend aussi une bonne dose de patience, de résilience, de confiance, d'optimisme, d'humour et d'amour. Une bonne dose de détermination, d'endurance, d'empathie, de motivation, d'ingéniosité et d'espoir. Mais surtout, ça prend une deuxième dose de vaccin. Un message du gouvernement du Québec. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Et on rejoint Mathieu Bock-Côté. Salut Mathieu.
Bonjour. On revient sur ton dossier de ce matin. Fait ce que tu as écrit ce matin dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. On s'en était parlé hier. La référence, le titre, la référence délirante au nazisme doit cesser. Je comprends que tu as eu beaucoup de réactions face à cet article-là. Oui, en fait, normalement, j'ai pas l'habitude de revenir 2 fois sur le même sujet de suite, mais là, c'est que c'est assez fascinant parce que j'ai une correspondance abondante, disons ça comme ça, ce matin, une correspondance amoureuse et chaleureuse pour inverser le sens des termes, où, en gros, on m'explique, soit de manière très violente ou soit de manière polie, mais néanmoins assez agressive, qu'il va de soi que nous sommes aujourd'hui dans une situation qui se place sous le signe de l'analogie historique avec le nazisme. Il va de soi que nous sommes engagés dans un mouvement qui nous conduira au 4e Reich, pour le dire comme ça. Il va de soi que nous sommes dans une logique concentrationnaire. Il va de soi que nous sommes dans une logique de persécution globale. Et quiconque n'accepte pas cette description de la situation que nous vivons serait en fait soit un aveugle, soit un collabo du régime et du système. Dans les 2 cas, quelqu'un qui ne verrait pas l'évidence absolue qui est devant nous. Alors, il y a des courriels d'une violence extrême, des gens qui m'annoncent, par exemple, que lorsque la libération va avoir lieu, la libération anti-vax, disons ça comme ça, le sort qui sera réservé aux gens qui penseraient comme moi sera celui réservé aux traîtres après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on fusille. Tu vas être exécuté, là. Oui, alors, on t'annonce ça, là. Oui, bien sûr. En fait, c'est que je le raconte pas parce que j'ai l'intention de m'en plaindre ou tout ça. Je reçois ces messages-là avec une part de distance amusée. Mais ce qui me fascine, c'est ce que ça dit sur l'état mental de ces gens-là. Et là, j'ai quelquefois envie de répondre à certains d'entre eux parce que c'est intéressant quand même comme réaction. On a beau leur dire, attendez un instant, parce que là, je parle de mes positions, je dis pas que c'est celle de tout le monde, mais moi, j'étais assez réservé devant le premier confinement, on comprenait tous. Dès le 2e, j'étais très réservé envers ça. Aujourd'hui, si je me réjouis du vaccin, si j'ai mes 2 doses, je crois à la vaccination massive, ça m'apparaît la sortie de crise évidente, je plaide pas pour la vaccination obligatoire, sauf pour les soignants. Je suis pas favorable au passeport vaccinal, sauf entre les pays, évidemment, mais le passeport vaccinal dans un seul État, j'ai beaucoup de réserves par rapport à ça. Ouais, ça, t'achètes pas tout ce qui vient avec fait des règles super strictes et obligatoires concernant le vaccin, t'es pas là du tout. Non, mais et voilà. Alors moi, me semble-t-il que dans ce débat-là, pour peu que ce soit un débat raisonnable, qui ne disent pas qu'il y a derrière nous des SS ou je ne sais quelle force qui serait là, me semble-t-il qu'il y a moyen d'avoir un débat raisonnable entre des gens qui disent, bon, il y a des bonnes choses, des moins bonnes, mais on est au courant qu'il y a une pandémie. La pandémie est un fait. Ensuite, la question, c'est comment réussir à en sortir de manière intelligente, sans étouffer exagérément la société, sans négliger les mesures sanitaires, tout ça. Mais là, on se retrouve devant des gens qui, si on conteste l'idée qu'on est dans un chemin nous conduisant à une forme de nazisme du 21e siècle, alors on est un collabo. Donc, ce qu'on comprend, c'est que dans leur esprit, ce n'est pas la contestation de telle mesure qui est légitime, c'est pas la critique de l'obligation vaccinale qui est possible ou nécessaire. Non, c'est pas ça. Il faut situer le conflit dans leur esprit au niveau d'une lutte contre une forme de nazisme nouveau, ou alors on n'est pas sérieux, et alors on est un collabo, et alors on est un traître, et ainsi de suite. Et c'est assez fascinant parce que je pense pas, je pense pas une seconde que ces gens-là représentent l'essentiel de ceux qui sont retrouvés dans les rues pour contester les mesures sanitaires en France ces derniers jours. Je pense qu'il y a des rapports du renseignement territorial en France qui disent que il y a beaucoup de gens qui contestaient l'obligation, le pass sanitaire, ils appellent ça, qui sont des gens tout à fait normaux, qui sont juste contre l'obligation du passeport sanitaire, mais qui par ailleurs eux-mêmes sont vaccinés, tout ça. Bon, c'est compliqué comme situation. Mais il y a néanmoins, dans la situation présente, une mouvance, appelons-la anti-vax radicale, je ne sais pas comment les appeler, les complotistes, les néo-QAnon, je ne sais pas c'est quoi exactement leur nom, mais ce qui est certain, c'est que cette mouvance existe et d'une virulence extrême et sans le besoin véritablement de transposer ça dans la logique de la guerre civile et les menaces d'exécution. Donc, ces gens-là, je crois, polluent la critique légitime des mesures sanitaires qui sont quelquefois excessives parce qu'elles les contaminent avec un discours tel qu'à un moment donné, on a l'impression d'être devant des déréglés qui rêvent simplement d'en finir avec des bains de sang.
Mais est-ce qu'il y a un questionnement sur l'absence? Il y a pas beaucoup de gestes violents, là, d'attaques envers le gouvernement, au-delà de menaces de mort sur les réseaux sociaux. Tandis que si tu prends le réel régime nazi, là, Hitler devait éviter tout plein de tentatives d'assassinat, de traîtrise, des gens qui essayaient d'éliminer le régime. Tandis que là, tu as des gens qui croient à ça, là, qu'on est là-dedans, l'extermination des peuples avec un vaccin ou des puces et compagnie, mais très peu de gestes concrets de gens qui vont essayer d'empêcher ça si tu y crois. Donc, est-ce que c'est parce que ceux qui adhèrent à ces théories-là sont dans une espèce de film de science-fiction qui est bien excitant, mais ils en viennent pas vraiment jamais à commettre des gestes? Je trouve que c'est une observation tout à fait intéressante que tu fais, c'est-à-dire que moi j'ai l'impression qu'on vit quelquefois aujourd'hui dans ce que j'appelle la marvelisation de la politique. Quand on a vu l'assaut sur le Capitole en début d'année, avec des gens déguisés de toutes les manières possibles, qui se prenaient pour des guerriers de la lumière et ainsi de suite, il y a quelque chose là-dedans qui relève effectivement d'une forme d'univers de science-fiction. Donc oui, les gens, je pense qu'il y a aussi une forme de testostérone ou un peu de crise de on est très puissant, mais cela dit, je pense un tel état d'esprit, moi je crois que les idées ont des conséquences. Et à force d'être dans cet état d'esprit et de s'exciter, puis de fonctionner en circuit fermé, où les gens s'annoncent que dans 2 ans, la population humaine va sombrer parce qu'elle aurait été vaccinée, et ainsi de suite. Donc tout ce qu'on entend, il en suffit de peu quelquefois pour qu'un tel discours puisse exciter une frange, un segment. Je crois qu'en France, si je me trompe pas, ces derniers jours, un centre de vaccination a vu ses circuits électriques détruits. Parce que apparemment des antivax d'une manière ou de l'autre radicaux, là, pas des gens normaux, ont décidé de dire on va stopper la vaccination parce qu'ils prennent au sérieux leurs propres idées. Je pense heureusement pas qu'on n'est pas aujourd'hui dans une situation même pas le milliardième d'une situation qui pousserait à ces gens-là à la violence massive, mais je crains que le propre des passions, moi j'ai souvent vu dans l'époque du réchauffement global des passions politiques. On vit dans une époque suridéologique. On vit dans une époque où en plus grâce aux réseaux sociaux, mais pas seulement ça, les gens vivent en circuit fermé quelquefois et s'auto-intoxiquent d'histoires, de nouvelles et tout ça, perdent le contact avec le réel. Puis un jour, quand on en vient vraiment à croire qu'on a devant soi des nazis, c'est ce qu'on disait hier, si on est vraiment convaincu qu'on a devant soi des nazis, on finit par décider d'agir en étant un anti-nazi admirable, puis on cherche à liquider les nazis. Et ça, c'est l'état d'esprit de ces gens-là. Et j'ai l'impression que cette petite mouvance, qui représente probablement pas tant que ça dans sa forme la plus violente, est néanmoins symptomatique de cette espèce les effets politiques de la pandémie, où manifestement des gens sont enfermés dans un monde parallèle et aujourd'hui ont besoin d'une violence verbale extrême pour être capable de canaliser leur pulsion mauvaise. Parce que ces gens-là qui ont l'impression qu'on est dans un complot de fin du monde, on les croise à l'épicerie là, puis ils magasinent leurs céréales pour lesquels les enfants vont déjeuner avec quelle sorte là. Oui, mais ensuite, tu as tout à fait raison, et ensuite, cette personne-là va devant son ordinateur et envoie un courriel complètement délirant, et là, le problème, c'est que le complot dans lequel ils évoluent, il est construit, hein? Il est très élaboré. Je donne un exemple, ça doit faire 20 courriels, sinon 30, ou courriels ou messages que je reçois depuis que j'ai eu ma 2e dose, où on me dit que j'ai pas reçu de 2e dose. J'ai reçu une solution saline. Oui. Et là, la première fois que j'ai reçu, je me dis de quoi il parle. Là, j'ai compris, OK. Donc là, nous serions tous, nous, éditorialistes, chroniqueurs, intellectuels, universitaires, tout ça, dans une immense conspiration et pour nous protéger, pour nous participer comme marionnettes dans ce théâtre, on passerait par la solution saline pour donner l'impression qu'on est vacciné. Et là, on se dit, cette personne-là qui écrit ça, a probablement, le matin, elle s'est levée, comme tu dis, elle mangeait ses toasts. Était à l'épicerie. Il a été très, très aimable avec sa femme, probablement. Il a été très aimable avec ses enfants. Il a parlé à son beau-frère. Il a passé son gazon. Il a eu une vie à peu près normale. Puis, un moment donné, il décide d'envoyer un courriel où il annonce à une personne qu'on va l'exécuter. C'est quand même, c'est ce basculement-là qui me fascine. Et puisque ça a donné quand même, à toute chose étant égale par ailleurs, parce qu'il faut avoir une conscience de la diversité des contextes, mais des émeutes, ça existe en démocratie, ça existe dans nos sociétés, et quand des franges radicales réussissent à pousser une foule à l'émeute, là, ça ouvre des possibles assez désagréables qu'on ne saurait oublier. Donc, voilà pourquoi je pense que c'est intéressant de voir quels sont ces discours-là et jusqu'où ça peut aller. Puis j'y reviens sur mon point de départ. Je veux dire, pour ce que j'en sais, j'ai pas dit. J'essaie de voir le discours qu'on me prête là-dedans.
Puis est-ce que j'en sais? Tout ce que j'ai dit, c'est éviter les comparaisons avec le nazisme. Eh bien, il suffit de dire éviter les comparaisons avec le nazisme pour provoquer des réactions extrêmement violentes. Pour moi, ça suscite un immense point d'interrogation. Oui, et les pires comparaisons avec le nazisme, dès que c'est ce que tu dénonces. Mathieu, très intéressant et on se reparle demain. Merci beaucoup. Je te dis que dans le Honda CR-V, il y a de la place. Tu peux rentrer plein de choses. En plus, les portes arrière s'ouvrent à 85 degrés. Ça, c'est grand, ça. C'est comme rentrer dans ton ancien gymnase du secondaire. Ah, le ballon chasseur. Louez le Honda CR-V 2021 à partir de 0,99% jusqu'à 36 mois et profitez de bonus à la location allant jusqu'à 1 000 $ sur modèle sélectionné. Sur approbation de crédit, détails sur honda.ca. Avec une offre pareille, c'est le temps de passer à Honda. Y a quelqu'un? Ce balado est soutenu par Acana, pour qui chaque ingrédient compte. L'équipe des aliments pour animaux Acana est fière de tous les ingrédients de leurs produits. À partir d'ingrédients d'origine animale de la plus haute qualité et équilibrés par des fruits et légumes entiers, les aliments pour animaux Acana sont riches en protéines et en nutriments dont votre chien ou chat a besoin pour se sentir à son meilleur. Disponible en variétés sans grains, en céréales santé et en portions individuelles pour chiens sensibles. Acana, allez au-delà du premier ingrédient. Profitez sur l'actualité. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté. Dépensé pas comme les autres. On rejoint Mathieu Bock-Côté. Salut Mathieu. Bonjour. Alors hier, Jeff Bezos et son équipe décollaient vers l'espace pour une courte balade, mais balade en fait qui est notable parce que c'est une balade privée. Donc maintenant, ce milliardaire qui a pu se permettre cette aventure. Est-ce que tu as regardé ça avec émotion hier? Non, avec consternation, si je peux me permettre. Okay. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas fait carrière dans le socialisme, disons ça comme ça. Je crois que l'économie de marché fonctionne bien, globalement avec ses limites. Je crois à la social-démocratie pour l'équilibrer. Mais je crois qu'une société ne peut pas fonctionner quand certaines personnes décident, une partie des plus riches, décide de manière aussi ostentatoire, de manière aussi officielle, de manière aussi décomplexée, de dire finalement nous appartenons à un monde à part, nous appartenons à un groupe qui désormais ne vit plus selon les codes communs, et dans une société, une planète, une entreprise aussi, de la sienne, soit dit en passant, où les inégalités sont telles, mais à ce point prononcées, eh bien là, je ne vois pas dans ce geste une forme d'excentricité ou d'exubérance d'un milliardaire libre d'esprit. J'y vois une espèce d'immense bras d'honneur fait au commun des mortels, qui se disent, là, ce ne sont plus des inégalités raisonnables, ce ne sont même plus des inégalités trop poussées, ce ne sont même plus, je dirais, une marque d'excentricité d'un esprit fantasque. On est plutôt devant quelqu'un qui décide de se prendre pour un super-héros que de se prendre pour un surhomme, puis d'envoyer paître à certains égards tous ceux qui l'entourent en disant, je vis dans un autre monde que le vôtre. Ça ne peut m'empêcher d'avoir une réaction assez vive devant ça. C'est sûr qu'hier, mais quelque chose, une phrase, d'ailleurs, ça a fait bondir certains. Je voyais, entre autres, Alexandria Ocasio-Cortez, dont on peut débattre, mais je pense qu'elle avait raison de bondir là-dessus parce que Jeff Bezos remerciait ses employés là, d'Amazon parce qu'ils avaient un peu payé pour ça. Et ma foi, c'est le cas de le dire. Ils ont payé pour ça avec des conditions minimalistes aux États-Unis d'assurance, de protection et compagnie en pleine COVID. Il y a eu des éclosions pas possibles. Donc, de dire vous avez payé pour ça, j'ai trouvé ça, ma foi, c'était pas la phrase idéale. Non, mais c'est la phrase qui donne un bon état d'esprit, je crois. C'est pour ça que c'est la phrase qui, moi, c'est cette phrase-là que déjà que je trouvais que c'était une excentricité loufoque et, à mon avis, irrecevable. Là, je pense que là, c'est cette phrase-là où il se trouve, tu me pardonneras le terme, mais l'immense fuck you à ses employés. Mathieu, je t'arrête parce on me dit qu'on l'a l'extrait donc de Jeff Bezos. Je pense que ça vaut la peine de l'écouter. I want to thank every Amazon employee and every Amazon customer because you guys paid for all this. So seriously, for every Amazon customer out there and every Amazon employee, thank you from the bottom of my heart very much. It's very appreciated. Donc en plus, les gens rient parce que visiblement, on se rend compte que ça n'a pas de bon sens parce que remercier les employés et les gens qui paient pour ça, qui achètent maintenant au détriment des petits commerçants. Là. Non, mais voilà, on est dans un monde, moi je le redis, on vit dans un monde où il est naturel qu'il y ait des inégalités. Ne serait-ce qu'il y a des gens qui ont certains talents, des entrepreneurs, des gens qui ont un génie particulier, il y a différents métiers. Je veux dire, moi je crois pas à la fourmilière égalitaire, on s'entend. Cela dit, il y a, à partir d'un certain seuil, une forme d'aristocratie qui se perd à la cour et qui décide de se dire, nous sommes les rois du monde, et non seulement jouissent-ils de leurs privilèges, mais au même moment, ils crachent sur le commun des mortels comme s'il s'agissait de techno qu'il fallait maîtriser.
Cette phrase-là est dans cet état d'esprit. Cette phrase-là n'est pas celle d'un homme qui est tout simplement heureux de vivre son rêve, c'est celui qui goûte le sentiment de sa supériorité et plus encore qui sent le besoin de ramener une forme de sentiment de réalité d'infériorité ceux qui travaillent pour lui. Lorsqu'il dit « vous les gangs petits, vous les misérables, vous qui avez très peu, vous qui n'avez à peu près rien, vous avez rendu possible mon délire en fusée ». À ce moment-là, il y a l'interprétation psychanalytique de base qui dit que fondamentalement, il y a une forme de pulsion libidinale débile qui s'exprime à travers cette passion pour des fusées de long cylindre, hein, disons ça comme ça, mais de manière plus prosaïque, on est devant un sentiment, un réflexe de classe qui est celui d'un homme qui n'est plus simplement le riche d'une société, même pas le très riche d'une société, c'est un homme qui fait partie de cette espèce de nouvelle aristocratie mondialisée qui ne se sent plus redevable envers quoi que ce soit et qui se permet même de rire de ceux qui souvent souffrent, qui souvent ont très peu, en leur disant vous avez rendu possible cette excentricité. Faut pas se surprendre si on assiste dans les prochaines années à des révoltes peu à peu, parce qu'on rentre dans un monde assez houleux. Hein. On n'est plus au temps de la mondialisation heureuse. On n'est plus au temps de la société pacifiée, de la société qui va fonctionner selon le code du droit et de l'économie seulement. Les passions politiques se réchauffent aujourd'hui. Il y a des mouvements populistes, il y a des retours de la gauche radicale, il y a des tensions entre les cultures, la violence se normalise de plus en plus, on s'en désolera avec raison, mais tout cela est vrai. Eh ben, je pense que ça, un tel geste, ça peut contribuer à une radicalisation des passions à moyen terme. Mais est-ce qu'un peu un patron, parce que c'est pas nouveau là qu'un patron peut être plus riche, ça peut être le millionnaire versus celui qui fait les souliers dans la shop et qui gagne le salaire minimum. Là, par contre, quand ton patron vaut 200 milliards de dollars et que toi tu fais encore une fois un salaire de crève-faim, est-ce que ça devient pas, parce que là, j'ai une comparaison historique qui me vient avec un peu le château de Versailles, là, où à un moment donné, c'est rendu tellement ridicule l'écart et l'opulence versus celle du peuple que justement il y a une cassure et que là c'est plus du capital, c'est plus de laisser les marchés aller, c'est que là il y a des gens qui se sont il y a un groupuscule là, qui est parti en peloton de tête et qui a une distance qui a plus de bon sens avec le reste du monde. Mais tu as absolument raison. C'est pour ça que là, je pense qu'on n'est plus devant des inégalités inévitables et qui peuvent être fécondes, soit dit en passant. On est devant un dérèglement structurel. On n'est plus, puis encore une fois, pour vrai, on s'entend, je pense qu'il est normal que dans une société, il y ait des gens qui en aient plus, qui en aient moins. C'est comme ça, c'est la vie. La vie n'est pas faite pour être quadrillée dans une espèce de matrice égalitariste folle. Réglons ça tout de suite. Il est normal qu'il y ait des inégalités, il est normal qu'il y ait des gens très riches. Normalement, on aimerait que les gens qui ont beaucoup d'argent aient une conscience sociale particulière, un sentiment d'engagement vers la collectivité, que ceux qui ont beaucoup d'argent se disent, ben, il faut qu'ils se redonnent d'une manière ou de l'autre. Mais là, c'est le contraire de redonner. C'est pas seulement quelqu'un qui jouit de ses biens, ce n'est pas seulement quelqu'un qui se permet tout simplement de se dire, ben, je me permets cela. Non, il doit en rajouter, il doit présenter ça justement comme un signe d'affranchissement du commun des mortels. C'est la séparation, d'une certaine manière, c'est le séparatisme des riches. C'est le séparatisme des ultra-riches qui décident finalement qu'autour d'eux, il n'y a que le commun des mortels qui doit servir de spectateur à son propre délire. Et ta comparaison avec la dégénérescence de l'aristocratie dans les derniers temps de l'Ancien Régime s'impose à bien des égards, je suis absolument d'accord, parce qu'à partir d'un certain moment, le spectacle d'une aristocratie décadente est un moteur puissant qui pousse le sentiment révolutionnaire, un sentiment de rébellion. Ça, un geste comme ça, 2 gestes comme ça, 10 gestes comme ça, ça crée, ça va provoquer, tôt ou tard, les effets symboliques de tout cela sont destructeurs et peuvent générer une passion de la révolte. Et puis, sans la légitimer, on pourrait la comprendre. Mais Mathieu, si aux États-Unis, là, on allait de l'avant avec de la réglementation sur les grandes fortunes, des choses du genre, ça passerait pas pour beaucoup d'Américains qui appelleraient ça de la gauche radicale ou du socialisme. Ouais. Tu te places où là-dedans, sachant que t'es pas de socialiste toi-même? Comment on peut dire, ben nous, c'est capitalisme, libre marché, mais il faut y mettre des balises? Alors, il y a 2 choses. Premièrement, je pense que moi qui suis pas socialiste, les Américains ont besoin d'une dose de socialisme pour se civiliser. Ça me paraît évident. Genre, pas une grosse dose, mais tout le moins, ils ont besoin d'une bonne dose de social-démocratie, ne serait-ce que pour que plusieurs catégories de la population qui sont laissées abandonnées elles-mêmes puissent réintégrer aujourd'hui la société, puissent réintégrer le pacte social. Je pense que ça va de soi. Ensuite, il y a eu, dans l'histoire des États-Unis, il y a eu des lois antitrust. Dans l'histoire des États-Unis, il y a des figures comme Roosevelt. Dans l'histoire des États-Unis, il y a des figures comme Lincoln. Dans l'histoire des États-Unis, il n'y a pas qu'une espèce d'amour
fanatiques pour le capitalisme déréglementé. Il n'y a pas seulement la psychologie une forme de darwinisme un peu glaçant. On dit, si t'es le plus fort, c'est que t'es le meilleur. Si t'es le meilleur, tu peux écraser les autres. Il y a autre chose dans la tradition américaine. Il y a une forme de populisme dans le bon sens du mot. Un populisme qui dit, avec la communauté locale. Aux États-Unis, il y a eu l'État fédéral qui s'est développé justement avec Roosevelt pour permettre quand même de créer des conditions d'égalité des chances un peu. Donc je pense qu'il y a aussi ça aux États-Unis, mais le problème, c'est qu'une partie de la culture américaine aujourd'hui s'admire dans cette espèce de contemplation des ultra-riches et du darwinisme. Et ces gens-là ont tendance trop souvent à nommer socialisme les mesures élémentaires de justice sociale. De ce point de vue, je pense que les Américains auraient besoin un peu de se regarder dans le miroir de la Suède, ne serait-ce que l'image, mais de la Scandinavie, ou même du Québec, pourquoi pas. C'est-à-dire un minimum de ça. En fait, un peu plus de justice sociale minimalement, et aussi, et surtout, de temps en temps, dompter les ultra-riches. Il y a une formule chez Machiavel qui est importante. On le connaît seulement pour Le Prince, mais aussi dans ses commentaires sur histoire de la première décade de Tite-Live. Je crois que c'est ça le titre. Discours sur la première décade de Tite-Live, où il dit que l'importance pour le prince, donc le gouvernant, doit de temps en temps devoir des fortunes privées exagérées, des fortunes privées démesurées. Eh bien, le politique, quelquefois, doit les casser minimalement pour éviter que des souverainetés privées s'imposent dans la cité et puissent défier le bien commun et l'intérêt général. De ce point de vue, un détour par la philosophie politique peut nous renseigner sur ce qu'on devrait faire aujourd'hui. Plein de questions intéressantes. On n'a pas fini d'en voir de ces fusées privées se diriger vers l'espace. Parce qu'à mon avis, il a tellement aimé ça, Jeff Bezos, qui pourrait y retourner quelques fois, surtout qu'il a la fortune pour. Ça, c'est clair. Merci beaucoup, Mathieu. À demain. Je te dis que dans le Honda CR-V, il y a de la place. Tu peux rentrer plein de choses. En plus, les portes arrière s'ouvrent à 85 degrés. Ça, c'est grand, ça. C'est comme rentrer dans ton ancien gymnase du secondaire. Ah, le ballon chasseur. Louez le Honda CR-V 2021 à partir de 0,99% jusqu'à 36 mois et profitez de bonus à la location allant jusqu'à 1 000 $ sur modèle sélectionné. Sur approbation de crédit, détails sur honda.ca. Avec une offre pareille, c'est le temps de passer à Honda. Y a quelqu'un? Ce balado est soutenu par Acana, pour qui chaque ingrédient compte. L'équipe des aliments pour animaux Acana est fière de tous les ingrédients de leurs produits. À partir d'ingrédients d'origine animale de la plus haute qualité et équilibrés par des fruits et légumes entiers, les aliments pour animaux Acana sont riches en protéines et en nutriments dont votre chien ou chat a besoin pour se sentir à son meilleur. Disponible en variétés sans grains, en céréales santé et en portions individuelles pour chiens sensibles. Acana, allez au-delà du premier ingrédient. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. On rejoint Mathieu Bock-Côté. Salut Mathieu. Bonjour. Alors aujourd'hui se tient un sommet sur l'islamophobie à Ottawa et ça fait quand même beaucoup réagir. Oui, c'est le moins qu'on peut dire. Parce que d'abord et avant tout, il y a le concept d'islamophobie lui-même. Là. À la base, le concept d'islamophobie est un concept qui est beaucoup plus problématique qu'on ne le dit. C'est-à-dire qu'il tend à amalgamer dans une même catégorie la haine des musulmans, qui est évidemment condamnable sans le moindre doute, la critique de l'islam. Alors que la critique de l'islam, on devrait avoir le droit de critiquer le noyau théologique de chaque religion. Je dirais, on n'est pas cathophobe si on critique le catholicisme, on n'est pas luthérianophobe si on critique le luthérianisme, on n'est pas... Oui, on n'a pas juste le droit de critiquer sa religion ou celle à laquelle on associe notre population. Là. Donc nous, on critique en masse la religion catholique. On peut critiquer les autres aussi. Là. Oui, puis je pense que le propre de la modernité occidentale, c'est cette idée qu'aucun dogme ne peut se dérober à la critique quel qu'il soit. Donc ça assimile donc la haine des musulmans avec la critique de l'islam, avec la critique de l'islamisme aussi, alors que la critique de l'islamisme est nécessaire, puis avec une critique de la réalité de la difficile intégration des populations musulmanes dans le monde occidental. Je pense pas que c'est aller dans l'audace descriptive exagérée que de constater que pour l'instant, l'intégration se passe plus ou moins bien, et c'est encore plus grand en Europe occidentale. Donc le concept d'islamophobie fédère tout ça dans une même catégorie, et on dit souvent pas d'amalgame, là, pratique un amalgame assez douteux entre ces réalités-là. Première chose. Deuxièmement, une fois qu'on a dit que le concept d'islamophobie lui-même devrait être pris avec beaucoup de pincettes, à mon avis, on devrait seulement pas y référer parce que c'est un concept qui ne tient pas, mais bon, sachant le problème avec ce concept-là, quand on regarde le document, notamment du Conseil national des musulmans canadiens,
Alors là, c'est intéressant. Parce que toute une série de propositions, j'en parlais de quelques-unes dans ma chronique aujourd'hui dans le journal. Par exemple, on dit qu'il faudrait, le gouvernement fédéral devrait se mêler de toutes les occasions possibles pour faire le procès de la loi 21 au Québec. Donc, on comprend que pour eux, la loi 21, c'est de l'islamophobie. C'est pas de la laïcité. La laïcité ne serait que le cache-chèque de l'islamophobie. Dans le même esprit, on nous dit qu'il devrait y avoir un fonds d'indemnisation pour les employés qui, d'une manière ou de l'autre, paieraient le prix de la fameuse loi 21 parce qu'ils décideraient, en s'obstinant, de porter à tout prix leur signe religieux ostentatoire sur les lieux de travail pendant qu'ils sont en position d'autorité. Ils décident de le porter néanmoins, donc il faudrait indemniser ces gens-là qui seraient des victimes de l'islamophobie. Bon. S'ajoute à ça, j'ai pas l'occasion d'en parler dans ma chronique parce que c'est le drame de n'avoir que 500 mots. Ça nous oblige à la précision, la concision, mais quelquefois il y a d'autres aspects qu'on voudrait évoquer. Eh bien, quand on lit le document, ça laisse croire que les idéologies liées à la suprématie blanche seraient en voie de développement et de pénétration dans les services de sécurité canadiens, dans les différents services de sécurité. Donc, et ça nous dit finalement que la suprématie blanche serait croissante à l'intérieur des services de sécurité canadiens, ce qui est quand même assez étonnant comme affirmation. S'ajoute à ça l'idée qu'il faudrait suspendre certains examens sous le signe de la sécurité parce qu'ils seraient apparemment biaisés sous le signe de l'islamophobie. Encore une fois, comme si la question de l'islamisme, la critique de l'islamisme, l'inquiétude par rapport à l'islamisme relevait en fait d'une forme de névrose islamophobe. Donc, quand on regarde ça dans l'ensemble, on est dans un sommet qui me semble beaucoup plus problématique qu'il n'y paraît, qui laisse croire que le Canada est rongé par l'islamophobie. J'ajoute que dans le document du Conseil national des musulmans canadiens, on parle même d'islamophobie systémique. On comprend le clin d'œil? Alors, tout ça était plus inquiétant qu'il n'y paraît. Je pense que c'est un sommet qu'il faut critiquer, qui ne va pas de soi. Est-ce que Justin Trudeau a pris ce sommet avec beaucoup de prudence? Moi, je trouve que le fait même de l'organiser, une bonne partie de la classe politique canadienne s'y embarque. Donc, c'est comme si c'est en train de devenir une forme de consensus politique au Canada que l'islamophobie rangerait le pays. Mais là, ça commence quand la classe politique normalise ce concept, quand le fait de ne pas céder à ce concept passe pour une forme d'agressivité envers les musulmans, là, on a l'impression qu'il y a une forme de décalage. Surtout, et là, c'est un pari qu'on peut faire, on peut croire que les différents organismes qui portent en fait non pas l'islam comme religion, mais l'islam politique, une vision politique de l'islam, est-ce qu'ils représentent vraiment les musulmans qui se sont installés au Canada? On a de bonnes raisons d'en douter. D'ailleurs, est-ce qu'on peut mettre sous une même catégorie les musulmans qui viennent du Maghreb, ceux qui viennent du Pakistan, ceux qui viennent... Donc, il y a différentes... La culture contre la religion est teintée par la culture, ça fait des mœurs différentes. Et que penser de tous ces musulmans qui ont quitté leur pays parce qu'ils veulent vivre ici dans des sociétés laïques, des sociétés modernes, des sociétés libérales, des sociétés qui donnent une plus grande place à l'individu, qui ne sacralisent pas une religion ou une autre? Ça, c'est une question qu'il faut poser. Donc, est-ce que ces mouvements-là représentent vraiment les musulmans canadiens? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Puis il y a l'autre élément, c'est que ça, moi, c'est une question qui m'obsède, qu'on pourrait poser aux gens du Conseil national des musulmans canadiens. J'essaie de comprendre, parce qu'on sait que des populations viennent d'à travers le monde s'installer dans le monde occidental. C'est des vagues migratoires qui sont nombreuses et qui ne cessent pas. Mais pourquoi ces gens viennent-ils s'installer dans nos sociétés s'il s'agit d'un tel enfer? Pourquoi voudrait-on à tout prix venir s'installer dans des sociétés qui seraient dominées par la suprématie blanche, le racisme systémique, l'islamophobie, l'extrême droite, et ainsi de suite? Et là, on est en droit de se demander, mais est-ce que, véritablement, ces groupes-là représentent vraiment les populations qu'ils disent représenter, ou est-ce que nos sociétés ne devraient pas avoir un peu plus confiance en elles-mêmes et ne pas s'accuser, ne pas plaider coupable devant n'importe quelle accusation qui leur tombe dessus et qui sont souvent très injustes? Mais comme Mathieu, tu faisais référence à la loi 21 là-dessus qu'on associe pour beaucoup là uniquement à l'islam là, comme si c'était vraiment une loi qui ciblait ça les mêmes personnes anti-loi 21 sur le dossier des pensionnats autochtones vont avoir été très très secoués par tout ça puis demandent que que toutes les interventions soient faites pour aller au fond des choses pour plus que ça se reproduise puis la religion catholique et compagnie. Mais j'ai discuté avec une personne très anti-loi 21 récemment et je disais, est-ce que tu peux t'imaginer une personne autochtone qui, dans sa famille, ils ont été victimes de ces horreurs-là dans les pensionnats, et que cette personne-là soit mal à l'aise à ce qu'un juge, une personne en autorité, porte une croix, là, sachant que sa famille a été marquée par les horreurs de pensionnats catholiques. Penses-tu que cette personne-là aurait peut-être raison d'être mal à l'aise face à la présence d'une croix dans le cou d'un juge ou du moins d'un poste en autorité? Puis là, ils étaient mêlés, là.
Parce qu'il faut rappeler que la loi 21 s'applique aux catholiques aussi, là, et que certains peuvent être mal à l'aise face à ça, comme face à d'autres religions. Tu as tout à fait raison. Puis j'ajouterais une chose sur la loi 21, parce que cette question-là va revenir dans les prochaines années. C'est pourquoi les signes religieux ostentatoires devraient-ils être autorisés et les signes politiques ostentatoires devraient-ils être laissés de côté? Parce que moi, de ce point de vue, j'essaie de comprendre pourquoi il devrait y avoir une forme de primat accordé aux signes religieux plutôt qu'aux signes politiques. C'est-à-dire, pour bien des gens, leurs convictions politiques sont infiniment plus importantes que leurs convictions religieuses. Toi, t'imagines un juge avec une pancarte du oui et ça devient possible là, derrière. Évidemment. Moi, je veux me faire juger par ce juge-là. Mais le fait est que, et inversement, si j'ai un professeur d'histoire qui a un t-shirt, allons-y, un prof d'histoire qui aurait un t-shirt du camp du oui, un prof d'histoire qui aurait un t-shirt du camp du non. On devine quand même vers où il penche d'une manière ou de l'autre. Oui. Donc, on demande aux gens qui sont en situation d'autorité de ne pas afficher leurs convictions. Et dans une société moderne, il n'y a pas de hiérarchie entre les croyances religieuses et politiques. Les convictions religieuses n'ont pas à avoir un statut privilégié dans l'organisation de la cité sur les convictions politiques. Dès lors, si on autorise les signes religieux, il faut autoriser les signes politiques. Mais si on bannit les signes politiques avec raison, soit dit en passant, il faut aussi bannir les signes religieux là-dedans. Et quand on nous répond oui, mais les signes religieux touchent l'art, mais les signes politiques touchent pas ça, un instant, là, ces gens-là connaissent pas l'histoire du 20e siècle. Les convictions politiques sont beaucoup plus structurantes souvent dans la personnalité des êtres que les convictions religieuses. Ça répond à ce besoin de l'âme humaine de s'accrocher à quelque chose qui le dépasse. Donc là, il va falloir à un moment donné reprendre nos esprits. Et moi, ce qui me frappe avec ce sommet, c'est que ça témoigne de la puissance comment certains mots, qui il y a quelques années encore semblaient suspects, se normalisent à grande vitesse. Et là, apparemment qu'aujourd'hui, l'islamophobie est une réalité telle qu'on organise un sommet pan-canadien, un sommet national sur l'islamophobie. Et là, moi, j'ai envie de retourner la question. Je veux dire, à un moment donné, questionnons ce concept et demandons-nous, est-ce que c'est normal qu'une société consente à s'accuser chaque fois qu'elle fait un geste d'affirmation, chaque fois qu'elle précise les règles d'intégration? On accueille les gens dans le sens de l'hospitalité, on dit merci, on dit vous êtes les bienvenus chez nous, mais en échange, vous êtes les bienvenus dans une société qui existe déjà. Et je pense qu'un drame avec tout ça aujourd'hui, c'est qu'une partie, pas tout l'islam évidemment, mais une partie de l'islam, une tendance de l'islam veut s'imposer dans les sociétés occidentales à ses propres conditions. C'est-à-dire qu'il n'accepte pas les règles d'une société déjà installée, sa culture, son histoire, ses mœurs. Il veut s'imposer à ses conditions dans l'espace public, il veut s'imposer dans tous les domaines de la société à ses conditions. Et si on refuse ça, il sort l'accusation d'islamophobie. Et j'aurais envie de dire qu'en ces manières, j'ai pas envie d'accorder un privilège chez les musulmans à ceux qui ont la version la plus rigoriste et la plus intégrale de leur, la plus musclée, la plus militante de leur religion. J'ai envie de porter crédit à tous ces musulmans plus discrets, plus silencieux, mais qui veulent vivre dans une société libérale et non pas la tendance de l'islam qui arrive ici dans une logique où elle veut s'imposer à ses conditions et nous, on devrait dire merci. Je pense qu'en ces matières-là, le rôle du politique, c'est de faire un tri et se garder à l'esprit, je le redis, que l'immense majorité des musulmans, pour en être certain, ne portent pas les revendications qui sont celles de groupes comme le Conseil national des musulmans canadiens. Et tout comme on dirait beaucoup d'autres sujets où la nuance maintenant est interdite, parce que toi, si tu aussi des gens sortent en disant avoir le droit de critiquer l'islam, que c'est pas de l'islamophobie, ça va faire l'effet inverse. Là. On va vous pointer du doigt comme des islamophobes. Moi, je vais donner un exemple. J'en ai été des fois, il y a 50 ans, ils ont été d'une sévérité extrême envers le catholicisme. Donc, moi, beaucoup plus sévère que moi, je trouve le catholicisme a des limites, assurément, mais il y a aussi des vertus. Je pense que le catholicisme a été traité injustement au Québec. Je pense ça pour vrai. Bon, sur le plan de la mémoire qu'on en a eu depuis 50 ans, je pense qu'on ne doit pas le réduire à sa caricature. Bon. Mais j'aurais jamais l'idée d'accuser de cathophobie ceux qui sont sévères envers le catholicisme. On va discuter sérieusement. Et puis, je veux pas accorder un privilège symbolique particulier au catholicisme pour lui dire de cette religion, nous ne discuterons pas. Je veux dire, évidemment pas. Je pense que le catholicisme joue un rôle fondamental dans l'identité québécoise. Je parle à l'échelle de l'histoire. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Il a laissé une empreinte, il a laissé une mémoire, il a laissé un paysage. Bon. Mais j'assumerais pas la cathophobie, l'idée de dire, finalement, on se contente pas de critiquer les dérives du catholicisme, on critique le catholicisme en lui-même. Tu sais, le Québec de 50 ans a critiqué le catholicisme en lui-même dans ses fondements. Et c'est pas de la cathophobie. Je pense que c'est le propre de la modernité dans ce qu'elle a de mieux, c'est de dire qu'aucun dogme, quel qu'il soit, n'est à l'abri de la critique la plus corrosive qui soit. Je pense que ça fait une société forte d'accepter cela, et je pense même que les religions ont avantage à s'aventurer de ce point de vue, à accepter cette critique,
ça leur permet d'apprendre à cohabiter avec d'autres religions. Parce que c'est quoi le propre d'une religion? C'est une prétention à l'absolu. Bon, eh bien, quand on a 3 prétentions à l'absolu qui vivent ensemble, normalement, l'une d'entre elles pense que les deux autres sont fausses, d'une manière ou de l'autre. Eh bien, moi, je pense que cohabiter dans une société libérale, c'est que tous apprennent à relativiser l'expression de leurs convictions. Et puis la laïcité, qu'est-ce que c'est? Ça oblige chacun à accepter que l'espace public impose des règles qui s'imposent à toutes les religions, quelles qu'elles soient. Oui, est-ce qu'on peut vraiment mettre une coupure claire entre ce qui est biologique, là, ta couleur de peau, ton orientation sexuelle, et les religions qui sont, désolé de l'apprendre à certains, mais c'est des créations de l'esprit humain, là, ou des contes de fées pour adultes, on va se le dire comme dépendamment de vos croyances, mais on peut faire une grande séparation entre les deux. Il y en a un qui est questionnable, puis il y en a un qui ne l'est pas. Ben, j'ajouterais qu'on peut se convertir, en passant, on peut se convertir à l'islam, on peut se convertir au judaïsme, on peut se convertir au catholicisme. Le propre d'une religion, c'est qu'il y a néanmoins, sauf des religions ethno-nationales très fortes, très limitées, presque sous le signe du paganisme. Non, on peut se convertir dans une religion. Autrement dit, de ce point de vue, c'est le contraire d'une couleur de peau. Moi, souvent, voudrais-je être noir? Je ne pourrais pas. Un noir voudrait-il être blanc? Il ne le peut pas. Ouais, ou les thérapies de conversion pour des homosexuels, ça marche pas non plus. Mais tu peux te convertir à une autre religion si c'est bon te semble. Ben voilà, et ça pense, mais on peut tous les deux être québécois, on peut tous les deux être catholiques, on peut même tous les deux être musulmans s'il le faut. Autrement dit, le propre d'une religion, c'est une dimension d'adhésion. Et le politique, ça je pense que c'est l'héritage quand même de la modernité européenne. Le politique a pour vocation d'éviter que les religions entrent trop souvent en choc entre elles, qu'elles évitent de se faire la guerre entre elles, et éviter qu'elles n'imposent leurs lois à la cité. Bon, mais ça, c'est fondamental, que le politique soit capable de dire aux religions, vous n'imposerez pas vos lois à la cité. Et de ce point de vue, la laïcité québécoise doit être comprise dans un contexte québécois, à la lumière de notre histoire, à la lumière de notre rapport aux religieux. Donc, quand, dans le cadre d'un sommet sur l'islamophobie, des groupes militants décident d'en profiter pour dire que l'État canadien doit entrer en guerre avec la loi 21, alors que c'est déjà pas mal le cas, soit dit en passant, mais pousser ça encore plus loin, c'est que là, je le dis, on n'est pas devant une confusion, on est devant une forme de fraude intellectuelle, on est devant une forme de détournement de débat, et si on doit s'intéresser avec raison à la haine des anti-musulmanes, moi j'ai pas de souci, il y a une haine anti-musulmane qui existe dans certains secteurs de l'opinion, de manière ou de l'autre, on va prendre ça au sérieux, elle sera dénoncée fermement, sans la moindre nuance, sans le moindre doute. Mais on va éviter d'instrumentaliser cette dénonciation légitime pour parler de toute autre chose, comme c'est le cas en ce moment. Toujours intéressant de te parler. Merci Mathieu. À demain. À demain. Bye bye. Salut.